Nouvel épisode des Techno avec deux chroniqueurs que vous allez découvrir d'ici un tout petit instant et un programme très chargé avec bien sûr les blocs-notes, avec également un dossier. On va parler comment faire du gaz avec le popo des animaux. Par exemple, on va parler de plein d'autres choses aussi, comme par exemple cette guerre sous-marine qui pointe le bout de son nez et des nouveautés du côté de Final Cut Pro 11, ce qui est quand même le grand écart au niveau technologique. Et on accueille les deux chroniqueurs dont je vous parlais. D'un côté, Sébastien, celui qui a les 6 mm de barbe. c'est 3 maintenant, ouais, voilà. Et de l'autre côté, Benoît. Salut Benoît. Salut. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les deux. Je le disais, le planning comme toujours fort chargé. Effectivement, j'avais juste un micro coup de gueule à faire. Je l'avais déjà fait un peu la semaine dernière parce que depuis que je sélectionne quelques brèves, des news à gauche à droite, forcément, j'ai le nez encore plus dans l'actualité technologique. Et en cette période de Black Friday... comment vous dire, ces sites d'information technologique qui mettent en avant certaines informations parce que lien d'affiliation, parce que tel produit leur rapporte un peu d'argent, etc., ça devient un petit peu compliqué. Je trouve qu'ils mettent un peu leur notoriété en danger, et donc je tenais juste à le dire une micro-fois, et je pense que si vous êtes adepte d'information technologique, vous aviez remarqué ça aussi, on peut pas passer à côté. Tu voulais dire un petit truc aussi, Sébastien, avant d'entamer le bloc-notes? Pas du tout. 3 mm. Ah, c'est ça que tu continues à faire 3 mm. Ok, bon du coup on attaque le bloc-notes. Et la première partie du bloc-notes, je vais pas vous refaire le laïus sur le Black Friday, non, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Pas de souci, non, mais je vais pas, voilà. Le réseau social décentralisé Blue Sky a atteint cette semaine les 20 millions d'utilisateurs, presque le triple de son nombre d'utilisateurs il y a à peine 3 mois. Étonnamment, la plupart des sites d'information états-uniens qui traitent le sujet n'ont pas fait le rapprochement avec la vague de fermeture de comptes sur le réseau X, ex-Twitter, probablement provoquée par la prise de position affirmée d'Elon Musk à la fin de la campagne présidentielle américaine. De grands comptes X sont clairement mitigés et ont migré, je vais y arriver, vers Blue Sky depuis l'élection de Trump à la Maison-Blanche et son souhait de donner justement des responsabilités aux propriétaires de X. Pour revenir à Blue Sky, le réseau se démarque de ses rivaux en s'engageant par exemple à ne pas utiliser de contenu de ses utilisateurs pour former des modèles d'intelligence artificielle générative, contrairement justement à X. C'est donc un argument qu'on peut entendre aussi. Sébastien, tu voulais dire un truc là-dessus ? Ouais, je suis sur Blue Sky depuis le tout début. C'est Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, qui a créé Blue Sky, ou cofondateur en tout cas. Ils ont deux choses assez sympas. D'abord, il y a une API qui permet d'accéder à tout le contenu librement. Donc, c'est une de leurs promesses marketing qui dit chez nous, le contenu est libre. Vous pouvez, ou des applications tierces en tout cas, peuvent utiliser notre API pour le sortir. Ils ont une chouette politique de lien aussi. Quand tu cliques sur un lien, ça s'ouvre dans ton navigateur. Donc, tu changes d'application, tu quittes l'application, ce que fait pas du tout les autres réseaux sociaux qui essaient de te garder et de traquer ton trafic par la même occasion pour voir où tu vas aller après. Et effectivement, depuis 2-3 semaines, avant on se sentait un peu seul là, et là il y a plein de gens. J'ai doublé mes followers, ça c'est pas grave. Ah oui, c'est 50% plus pour nous. Il y a du contenu, c'est pas difficile. Il y a du contenu, il y a vraiment des fils de discussion intéressants, respectueux, sans agressivité, sans trop de fake news pour le moment. Un peu comme Twitter au début. On retrouve un peu l'esprit de Twitter au début. Ça ne durera pas, ne vous inquiétez pas. Souvent c'est comme ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que, nous 50% en plus, il y avait de la marge de progression en même temps. On n'est pas non plus un grand compte Blue Sky, mais voilà. Finalement, on a plus d'engagés sur Mastodon, par exemple, qui est aussi un réseau décentralisé par ailleurs. Et là, c'est aussi assez bon enfant. C'est une autre ambiance, mais voilà. 2 salles, 2 ambiances, comme on dit, ce qui est pas plus mal. Tant mieux pour nous.
Qu'est-ce que j'étais dire ? Ah oui, tiens, le gouvernement américain envisage de forcer Google à vendre son navigateur Chrome, considéré comme un outil stratégique pour l'entreprise. Cette décision fait suite à un jugement qui a qualifié Google de monopolistique sur le marché de la recherche en ligne. L'objectif des autorités est de briser le cercle vertueux, on le met entre guillemets, cercle vertueux, permettant à Google de verrouiller ses différents services, comme par exemple Android. Cette offensive s'inscrit dans un contexte de tension croissante entre la Big Tech et les autorités, notamment sous l'ère Trump. La décision du juge Amit P. Mehat, qui s'appelle, attendu avant le 4 septembre 2025, pourrait marquer un tournant historique pour l'industrie pédagogique. Tu avais aussi quelque chose à dire là-dessus, Benoît, me semble-t-il. Mais simplement pour rappeler qu'on a eu exactement le même débat avec Microsoft à l'époque. Si tu te souviens, c'était Internet Explorer, le navigateur, la clé d'accès à Internet, comme étant un point de blocage. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'ici, il s'attaque à l'OS, puisqu'il parle d'également supprimer Android. On n'a jamais demandé à Microsoft de se séparer de Windows, par exemple. Donc c'est intéressant de voir les parallèles et les différences dans le traitement autour du c'est clairement un monopole en matière de recherche. Ils ont une part de marché colossale et il y a pas de place. C'est le phénomène, comme ils ont de l'argent, ils achètent les accès en payant Apple, en payant différentes boîtes et ils gardent leur position. Si tu regardes Bing, qui avait essayé, quand tu regardes le budget que Microsoft a mis pour essayer d'installer Bing, et bon, c'est pas bon. Et les gens cherchent aussi un service qui fonctionne, et il faut le reconnaître. Le Google Search fonctionne admirablement bien, et d'une grande efficacité, en tout cas de manière visible, mais qu'est-ce que ça cache aussi ? Parce que c'est vrai que quand tu fais allusion à Bing ou à d'autres moteurs de recherche plus exotiques encore, ce qu'on peut en trouver, on découvre des choses. Sur quelques mots-clés, on redécouvre en gros le web, si je puis dire. C'est parce que c'est souvent les mêmes sites et les mêmes références que Google a tendance à nous mettre en avant. On se demande bien pourquoi. Je sais moi, mais bon, passons. Microsoft et Merlin Entertainment s'associent pour ouvrir des parcs d'attractions Minecraft, avec des manèges et des magasins et des chambres d'hôtel. Ça rappelle quelque chose. Pour rappel, Minecraft est reconnu comme le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, avec environ 140 millions de joueurs actifs chaque mois. En 2023, il a été le premier titre à dépasser les 300 millions d'unités vendues, surpassant les jeux emblématiques tels que Grand Theft Auto 5 par exemple. Les premiers parcs Minecraft ouvriront au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les 2 prochaines années. Merlin Entertainment prévoit d'investir plus de 110 millions de dollars dans les 2 premiers parcs, donc qui sont à créer ou à racheter de toutes pièces. Rien de tel, évidemment, pour se mettre la tête au carré, Minecraft. La tête au carré. Enfin bref. On peut passer à la suite si vous voulez. Non, mais bon, voilà, j'ai fait un flop. C'est l'actualité de ces derniers jours, vraiment c'est du tout chaud que va aborder, je pense, Sébastien, si je dis pas de bêtises. Oui, doit être ça. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est la fragilité de la toile sous-marine de l'Internet. Je disais par exemple la semaine dernière que la France s'était portée acquéreur d'un tout grand installateur de câbles sous-marins. Ils ont eu le nez creux, parce que là, on va avoir besoin de leur aide probablement. Ça a coupé, chef. ça a coupé. Ils vont le rentabiliser. Bah oui, cette semaine, l'actualité nous rappelle brutalement à quel point nos infrastructures numériques sont vulnérables, et en particulier les câbles sous-marins qui acheminent, vous le savez, l'essentiel des données mondiales. On en a souvent déjà parlé dans les technos. Il y a eu 2 événements majeurs qui ont marqué les esprits, 2 ruptures quasi simultanées de câbles sous-marins en mer Baltique, avec des soupçons de sabotage qui planent aussi dans un contexte politique ou géopolitique déjà explosif. Alors, un incident concerne la coupure du câble qui relie la Finlande à l'Allemagne. Essayez de vous représenter ça sur une carte, la Finlande à l'Allemagne. C'était le 18 novembre dernier. Et ce câble est une artère essentielle pour les communications, le transit des données en Europe du Nord. La Finlande a rapidement exprimé ses soupçons d'actes intentionnels
compte tenu des circonstances. Et puis quelques heures plus tôt, un deuxième câble, ou un premier câble, comme c'était plus tôt, situé dans une autre zone européenne, dans la même mer Baltique, a aussi lui subi une avarie, perturbant ainsi les services numériques dans la région. On se souviendra aussi que le 8 octobre 2023, il y a un peu plus d'un an maintenant, dans cette même mer Baltique, le gazoduc Balticonnector entre la Finlande et l'Estonie a été endommagé. Et à l'époque, bien que des responsables ukrainiens avaient été évoqués dans certaines enquêtes, les faits exacts sont toujours un peu flous, et donc c'est un double coup porté aux infrastructures critiques de la région qui alimente évidemment les spéculations sur une tentative délibérée de déstabilisation, parce que ces incidents surviennent dans un contexte géopolitique marqué par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La mer Baltique, si vous regardez sur une carte, ça joue un rôle stratégique. Donc les tensions dans cette région sont vraiment intensifiées ces dernières années, avec une militarisation croissante, surveillance renforcée également des zones maritimes. La Russie est régulièrement pointée du doigt pour ses opérations de renseignement sous-marin. Et en 2015, il y avait eu la présence d'un navire océanographique russe près de câbles américains qui avait déjà suscité pas mal d'inquiétudes à l'époque. Alors, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, depuis 3 ans, les infrastructures critiques, qu'elles soient terrestres ou sous-marines, sont devenues vraiment des cibles potentielles, et la rupture des câbles pourrait être perçue comme peut-être une nouvelle méthode d'intimidation, sans confrontation directe. Et l'objectif est de perturber les communications, de semer le doute peut-être, de tester peut-être aussi les capacités de réponse des pays occidentaux. Il faut se souvenir que les câbles sous-marins transportent environ 99-99% des communications intercontinentales, que ce soit des simples appels téléphoniques, du transfert de données métiers, des données bancaires. C'est pas uniquement vos films sur Netflix, c'est le trafic d'internet dont il s'agit là, et c'est extrêmement vulnérable évidemment, parce qu'on peut pas surveiller ces câbles une fois qu'ils sont posés à des dizaines ou en tout cas des kilomètres de profondeur. Dans le cas de la Baltique, cette région héberge une grosse concentration d'infrastructures qui sont relativement vitales pour la communication entre le nord et le centre, enfin le sud de l'Europe. Donc les soupçons de sabotage ne concernent pas non plus que des acteurs étatiques, pas dans la mer Baltique, mais ailleurs. On a déjà vu des groupes terroristes, des cybercriminels ou même des concurrents économiques qui pourraient être impliqués dans de tels actes. Mais évidemment, dans ce cas-ci, tout le monde a l'air de dire que c'est la Russie qui est le principal suspect dans ce cas précis. Alors, face à ces incidents, les pays européens, dont la Finlande, ont intensifié la surveillance des fonds sous-marins. La France, par exemple, t'en parlais, Marc, dispose d'une flotte de navires. Ils en ont acheté un récemment, mais ils ont une flotte de navires spécialisés dans la pose, mais aussi dans les moyens de détection relativement avancés. Mais les experts soulignent toutefois que la sécurisation totale de ces infrastructures, ça reste un immense défi, parce qu'elles sont très étendues, la surface géographique est très étendue, et ces infrastructures sont relativement exposées. Donc l'Union européenne a également renforcé sa coopération en matière de sécurité numérique et physique. Ces incidents rappellent que les enjeux sont pas uniquement technologiques, mais aussi politiques, économique, parce qu'une coupure mal placée, ça pourrait vraiment désorganiser des chaînes d'approvisionnement, compromettre des transactions financières, perturber les réseaux diplomatiques. Donc ces événements en mer Baltique, ça met vraiment en lumière la dépendance critique de nos sociétés aux infrastructures sous-marines. Ils appellent ces événements à une vigilance accrue, non seulement pour prévenir les sabotages, mais aussi pour anticiper des crises numériques qui pourraient avoir des conséquences bien au-delà du monde virtuel, dans notre monde réel à nous, dans une époque où l'information est une arme. Protéger ces câbles, c'est aussi protéger nos démocraties. Alcatel Submarine Networks, c'est la société ASN qui a été achetée à 80% par la France, et qui a d'ailleurs posé un des câbles, sinon les deux, donc ils connaissent un peu déjà les trucs. Toutes dernières informations, d'après ce que j'ai pu voir là tout à l'heure, juste avant l'enregistrement, il semblerait qu'un navire battant pavillon chinois aurait été vu pas loin de ces câbles, et se serait arrêté, ou en tout cas aurait ralenti à l'approche de ces câbles, mais on n'en sait pas plus. Il y a on n'est même pas sûr qu'il y ait eu sabotage ou quoi que ce soit. Non, ça peut être un accident aussi, parce que arracher un câble avec une encre, par exemple, ça reste tout de l'ordre du plausible, on va dire. Donc voilà. Je ne sais pas si Benoît voulait rebondir sur cette information. En fait, et juste pour compléter un petit peu, parce qu'il y a quelques jours, il y a également la marine irlandaise qui a escorté un navire russe hors de ses eaux territoriales.
parce que c'est un de ces navires équipés de drones sous-marins qui était apparemment en train de faire des petits tours autour de zones qui sont également connues pour contenir de l'équipement type câble qu'on évoquait à l'instant. Et donc, je pense qu'il y a effectivement, comme tu dis, Sébastien, un côté test et un côté volonté de créer des incidents, des problèmes, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Hein. C'est une autre manière de toucher aux intérêts des pays. C'est de toucher à ces infrastructures, et la communication en fait largement partie. Dans d'autres temps, c'était plutôt les infrastructures énergétiques. Hein. Aujourd'hui, la communication, c'est aussi de l'énergie. Donc, c'est aussi très important pour chacun d'entre nous. On se verrait mal se passer de connexion intercontinentale aujourd'hui avec Internet et tout ce qui va avec. Donc voilà, autant le savoir, et c'est intéressant quand même de suivre ce type d'actualité pour voir un petit peu où ça en est et quelles sont les alternatives. On avait déjà montré ici des cartes, il y en a plein à disposition sur Internet, qui montrent ces nappes de câbles qui vont de continents. On voit qu'il y a vraiment des nœuds de circulation en Méditerranée, par exemple. En Égypte, oui, c'est ça. Et donc, voir quelles sont les alternatives et autres. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette question. C'était bien cadré, bien tout ce que vous voulez. Donc, moi, je suis en train de chercher mes boutons. Je sais pas pourquoi, parce que d'habitude, je les trouve sans aucun problème. Et celui-là, il est important. Il est important, j'ai dit. On va parler d'un truc, ça n'a rien à voir. Hein. On passe du coq à l'âne, si je puis dire. Final Cut Pro 11, on va parler d'édition vidéo, du coup, avec Benoît. Il devient plus malin que le 10. Il serait temps. Certains diront. Effectivement, il devient plus malin. Alors, il y a quand même un petit rapport, c'est qu'on les remplit, ces câbles, avec justement, entre autres, des vidéos qu'on va pouvoir montrer avec Final Cut Pro. Donc, l'actu, c'est l'annonce par Apple de Final Cut Pro 11, et c'est quand même je vais pas dire quelque chose d'attendu comme GIMP, dont on a attendu la version 3.20 ans, mais il y a quand même, attends, je fais le calcul, 13 ans depuis la sortie de Final Cut Pro 10. Il était sorti à l'époque où Apple aimait bien mettre... Oui, parce que 2011, Final Cut Pro 10. Il était sorti à l'époque où Apple aimait bien mettre du 10 partout. Donc, tu avais macOS 10, tu avais iOS 10. Et puis après, c'était quand même décliné. Je ne veux pas donner l'impression que le produit parce qu'on est passé... On est passé de 7 à 10 directement. Oui. C'était la dernière version. C'était la version... C'était la grande bascule, parce qu'ils introduisaient la timeline magnétique. Ils remplaçaient cette timeline un peu vieillotte. Qui rappelait les machins où on coupait le film par cette timeline magnétique. En même temps, ils se sont mis à dos tous les professionnels. Je sais, Marc, je sais. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des conservateurs, il y a des gens qui évoluent. Enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans. C'était il y a 13 ans quand même. C'était le temps de s'adapter. Mais c'est vrai que ça a ouvert le marché à d'autres produits. Néanmoins, je reviens sur le sujet. Final Cut Pro 11. Donc, il y a quand même eu différentes versions entre eux, parce qu'ils ont sorti les 10.1, 10.2, etc. Ils en ont sorti une dizaine. Donc, il y a quand même eu de l'évolution. Mais pourquoi le passage à 11 ? Parce que l'introduction de l'intelligence artificielle. Et donc, on a maintenant, et c'est en ça qu'il est plus malin, on a maintenant dans Final Cut des outils d'intelligence artificielle intégrés. 2 qui sont particulièrement mis en avant, c'est le masque magnétique qui permet d'isoler un sujet. Donc tu vas très facilement, sans avoir à faire un fond vert, sans avoir à faire quoi que ce soit, sélectionner ton sujet, et bien que le sujet bouge évidemment, donc il faut l'isoler sur chaque image, bien l'intelligence est capable de le faire, de suivre assez correctement. J'ai fait quelques essais. Il s'est un peu planté sur des chats, parce qu'on a des chats dans le jardin. J'ai pris une vidéo des 2 chats qui se... Donc, il isolait bien un des chats, mais quand ils se croisent, là, il pense qu'il y a 2 sujets, brutalement. Mais globalement, c'est pas mal. Apprêtez-vous à voir beaucoup de vidéos où vous allez avoir un sujet en avant-plan et un arrière en cartoon, en bande dessinée, ou un sujet en avant-plan et un arrière désaturé, ou des choses comme ça, parce que c'est des effets qui étaient longs et compliqués à faire et qui deviennent extrêmement simples à faire avec l'isolation, le masque magnétique. Et donc c'est un petit peu amusant, et donc je pense qu'on va pendant 2-3 mois bouffer ça dans toutes les vidéos YouTube avec la personne va s'isoler et puis va mettre un fond amusant. Enfin voilà, on va en avoir beaucoup. On va en bouffer.
on va en bouffer. L'autre grande évolution, c'est la transcription des sous-titres automatiques. Donc quand tu lui passes une vidéo, il extrait automatiquement les sous-titres, comme ce que fait YouTube, hein, mais avec l'avantage, comme tu le fais dans ton logiciel de montage, tu peux corriger. Donc s'il y a un mot qu'il a mal entendu, s'il y a un mot un peu technique parfois que le système va pas bien saisir, eh bien tu vas pouvoir le corriger. J'ai fait l'essai, c'est incroyablement rapide, mais vraiment quoi. C'est super rapide. Par contre, ça marche pour le moment qu'en anglais. Donc j'ai essayé avec une vidéo en français, ça passait pas. Je me suis réenregistré en anglais. Là, il arrivait à le faire. C'est assez amusant quand on l'utilise pour la première fois. Il télécharge le modèle, donc il affiche télécharge du modèle, donc le modèle de langage, et puis ensuite il est capable de le faire. Alors d'autres évolutions également, certains utilisant des formes d'intelligence artificielle, une meilleure isolation de la voix. Quand il y a un contexte un peu bruyant, pour mieux isoler la voix. La mise en conformité, on a souvent ce problème maintenant, on filme encore beaucoup en horizontal, mais sur un téléphone, la plupart des gens aiment bien avoir l'image en verticale, et donc de plus en plus on propose les films dans les deux formats, et quand on a beaucoup de plans, c'est un peu embêtant à faire, parce que sur chaque plan, il faut aller recadrer dans l'autre sens que le sens qui a été filmé, et là en fait il y a une mise en conformité automatique, donc plan par plan, il va choisir le sujet principal et recadrer autour de ça. Ce n'est pas comme je le pensais comme Center Stage, donc le système de caméra Apple qui suit la personne pendant un appel FaceTime. Donc voilà exactement. Sébastien, je peux le faire aussi, on s'amuse tous les deux. Mais il va. Sur un mur blanc. Ça se voit. Bon, écoute, ça se voit moins. Moi, ça me donne le mal de mer, mais ceci dit, en audio, ça s'entend pas du tout. On va arrêter, on embête Marc. Mais ça ne le fait pas, parce que je pensais que ça allait faire ça, mais en fait non, il choisit un cadre pour le clip, et il garde ce cadre-là. Mais il va le faire si on a un montage typique, on a beaucoup de scènes, et ben il va le refaire automatiquement pour chaque scène. D'accord. Donc c'est un vrai gain de temps. Oui. Ralenti fluide, donc une option pour faire des ralentis et qui va calculer des images entre les images pour que ça devienne très très fluide. C'est assez bien fait, ça donne pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une amélioration couleur et lumière, la même chose qu'on a sur l'iPhone quand on fait des photos. Le petit bouton magique là, qui améliore couleur et image, ce qui donne un point de départ un petit peu amélioré. Tout ça pour rendre Final Cut quelque part... Enfin, certaines de ces fonctions rendent Final Cut un peu plus accessible. L'isolation, par exemple, c'est des choses qu'on savait faire avec des moyens techniques importants. Mais là, ça devient beaucoup plus accessible. Et puis, évidemment, parce que ça ne mange pas de pain, les petites améliorations d'ergonomie, il y a de nouveaux raccourcis, des choses comme ça qui sont plutôt sympas. L'introduction de la vidéo spatiale pour pouvoir monter des vidéos pour l'Apple Vision Pro et évidemment l'optimisation pour la dernière version d'Apple Silicon. Pour utiliser l'intelligence artificielle, notamment pour la transcription, pour les masques magnétiques, il faut être sur un Apple Silicon. Ça ne fonctionne pas sur un Mac Intel. Ce qui est assez intéressant, parce qu'en général, Marc me demande, tiens, et ça coûte combien, Benoît? Eh bien, ça coûte 300 € si on l'achète pour la première fois, mais ça coûte rien si on avait Final Cut Pro 10. Oui. Donc, moi, j'ai acheté Final Cut Pro 10 quand il est sorti. J'avais la 7, là, il est passé en 10. Je l'ai acheté à l'époque. Ça fait donc 13 ans et on a toutes les mises à jour, y compris, en fait, la mise à jour vers 11, qui est entre guillemets, gratuite. Est-ce qu'on a accès à la version iPad, parce qu'il y a un Final Cut Pro iPad aussi qui est sorti, ou il faut, ça fait partie C'est un achat séparé, mais il y a une nouvelle version avec quelques petites améliorations. Ouais. Essentiellement, les titres, tu sais, tu peux dessiner des titres sur ton iPad, il y a de nouvelles angles pour dessiner avec des titres. le pen, Voilà. Tant qu'on y est, il y a également une version de Logic Pro Camera pour iPhone, qui est maintenant capable de tourner en, 4K 120 images par seconde. Sur l'iPhone 16. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une solution pour éditer, si l'un filme et quelqu'un d'autre édite, d'éditer directement les images? Il n'y a même pas un truc comme ça, de s'en servir dans un truc multicam aussi, où il me semble que j'avais vu quelque chose où on pouvait récupérer les images assez rapidement. Ça automatiquement. Oui, c'est ça. Les Mac modernes savent utiliser un iPhone comme étant une caméra. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, tu peux l'intégrer directement dans Final, c'est ça. Si tu veux. Voilà. Donc, quand tu lui demandes d'importer les caméras, tu peux importer ta webcam, tu peux importer ton iPhone ou tu peux importer une caméra connectée. C'est à expérimenter. Je dirais, pour ceux qui ont déjà la licence, tant mieux, et ça ne coûtera rien. Ça mérite le détour. Il faut
comme souvent avec Final Cut, l'expérience m'a appris qu'il faut regarder un petit peu ce que font les gens avec, les retours, aller sur YouTube, voir les vidéos, parce que forcément les éditeurs de contenu vont en parler, parce que voilà, c'est quand même le truc qui revient régulièrement sur la table. On se rappelle, évidemment, j'étais un peu moqueur sur la première version de Final Cut Pro 10, parce que il y avait plein de choses qui avaient disparu. C'était une énorme régression, surtout. C'était pas uniquement la timeline magnétique, c'est que tu n'avais plus de montage multicam, par exemple, des choses comme ça. Tu ne savais plus travailler en réseau, tu étais bloqué dans ta machine et tu ne pouvais pas en sortir, ou alors avec de grandes difficultés. Ça a évolué, comme tu le disais, dans la version point quelque chose, et pour arriver finalement à une solution aujourd'hui. Bon, voilà, mais un peu rattrapé quand même par DaVinci Resolve de Blackmagic, qui avec une interface plus classique, mais effectivement plus classique, très intégré, et avec des arguments comme Fairlight Audio, avec des arguments comme voilà, et dans un prix qui est à peu près le même, aux alentours des 300 oui, 300 c'est euros. Très abordable. Et t'as même une version gratuite. Oui, tout à fait. Oui, ça. Mais c'est 300 euros pour plus de 10 ans. Je suis dans le même cas que toi, Benoît. J'ai acheté avant Final Cut 10. Je crois qu'on a dû repayer quelque chose au moment du passage 7 vers 10. Je me souviens plus trop. C'était il y a 13 ans. C'est possible qu'il y avait un petit truc, un petit on a dû le payer. Il est passé sur l'Apple Store et il fallait l'acheter. Mais depuis 13 ans, on reçoit quand même toutes les mises à jour, y compris des mises à jour majeures comme celle qui est arrivée cette semaine. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais tu me donnes envie, Guillaume. Oui, c'est ça. Tant qu'on a la licence, il faut tester, c'est clair, c'est obligé. C'est le même principe avec Logic Audio, leur éditeur son, qui est plutôt orienté musique, mais qui permet aussi de faire du montage, des podcasts, et ce qu'on veut avec. Mais ils sont sur la même logique. Je me demande s'ils n'ont pas aussi intégré dans Logic Audio. J'ai pas regardé en fait, très honnêtement, mais on pourra se renseigner, voir s'ils n'ont pas aussi intégré de l'intelligence artificielle, puisque de son côté, Adobe l'a fait avec leur éditeur, et que d'autres le font aussi, donc j'imagine que maintenant tout le monde se met au diapason et rajoute des éléments, et en particulier ceux qui sont quand même très recherchés sont ceux qui permettent de rattraper du son qu'on a mal enregistré ou qu'on a raté, etc. Et ça sauve de plein de gens, donc du coup tout le monde va se remettre à enregistrer mal, n'importe comment, et c'est l'intelligence artificielle qui va travailler derrière. Est-ce que c'est une avancée technologique ? J'ai un petit doute, mais voilà, c'est un avis très très personnel. Est-ce qu'on a tout dit sur ce sujet, mes bons amis ? Oui. On a fait un bon tour, là. On a fait un bon tour, effectivement. Et ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième partie du bloc-notes. Parce que quand il y a des news, et donc il faut effectivement en parler. Bose a acquis la marque audio haut de gamme Macintosh, ainsi que sa filiale Sonus Faber. Bose prévoit d'intégrer les compétences et l'expertise de Macintosh pour diversifier son offre, notamment dans le domaine des systèmes audio pour voitures et des produits audio domestiques. Bose, avec plus de 40 ans d'expérience dans l'audio automobile, et Macintosh connu pour son design et ses performances, s'associeront pour créer des expériences audio authentiques dans les véhicules cette fois. Que les puristes se rassurent, les deux entreprises ont indiqué qu'il n'y aurait pas de changement immédiat dans leur gamme de produits respectives. Bose continuera à développer des casques, enceintes, barres de son et systèmes audio pour voitures avec plein de basses si vous voulez, tandis que Macintosh et Sonus Faber fabriqueront et continueront à concevoir des produits audio haut de gamme tels que des amplificateurs et des haut-parleurs et des platines. On est clairement là dans le haut de gamme audiophile. Sébastien, tu voulais rajouter un truc là-dessus, et Benoît aussi, je pense. C'est un peu surprenant parce que Macintosh, pour moi, comme tu le dis, c'est le haut de gamme audiophile. Oui. Ce sont les amplis qui coûtent des milliers d'euros, etc. Tandis que Bose, c'est pas de l'entrée de gamme, mais c'est pas du très haut de gamme audiophile. Et c'est clairement pas le même public. Non, les gens qui pas achètent du tout. Des écouteurs Bose ou les gens qui achètent des amplis Macintosh. Donc, je suis curieux de voir comment ça va aller. Et puis, il y a quand même eu un mouvement de concentration assez fort, pour le moment, dans le monde de l'audio, justement, avec BW, Bowers & Wilkins et Denon qui sont ensemble. Si je me souviens bien, il y a Samsung qui a racheté JBL, il y a Harman Kardon, il y a Pioneer et Onkyo qui sont ensemble aussi, donc on voit toutes ces marques qui se rapprochent, et que c'est un secteur qui se consolide vraiment beaucoup pour le moment.
Ça a toujours été le cas. Hein, toutes ces marques appartiennent bien souvent au même consortium déjà à la base. Donc il y a pas. Mais ça fait 20 ans, on va dire, qu'il y a des fusions, des acquisitions. Ici, la concentration, me touche un petit peu, et me fait un tout petit peu peur pour Macintosh surtout. Mais en même temps, on est sur des marchés qui ont évolué aussi. Benoît, tu voulais rajouter un truc peut-être? Juste un élément, ces marques sont en fait en concurrence maintenant avec des grands groupes dont Apple. Il faut se rappeler qu'Apple avait mis 3 milliards sur la table pour acheter Beats. Hein. Donc on est sur des marchés avec des très grosses ventes, je pense, et une très grosse compétition. Et donc pour une société qui est spécialisée comme Bose, et pire encore Macintosh qui est encore plus sur un segment petit, je pense que la concentration elle est complètement inévitable. Mais je lisais une interview du patron de Snyder, c'est son nom, du patron de Bose, et je veux pas vous inquiéter, mais il est beaucoup moins. On ne touche pas aux gammes de produits pour l'instant. L'objectif, c'est bien effectivement de permettre à Bose de rentrer sur des marchés où sa marque n'est pas perçue comme étant suffisante et d'amener, c'est ce qu'il dit, d'amener ces technologies sur des marchés où sa marque n'est pas satisfaisante et s'ouvrir un marché supplémentaire. Donc ça n'a pas l'air d'être un rachat de technique. Ça a plutôt l'air, genre on acquiert une usine, on acquiert un savoir-faire, ça a plutôt vraiment l'air d'être un rachat de marque. On veut une marque avec une grande histoire, ce que Bose n'a pas en termes de... Oui, mais il faut s'attendre, et on l'avait déjà vu avec d'autres produits dans le monde de la télévision ou autre. Moi, je m'attends à voir demain des écouteurs Bose by Macintosh par exemple, ou des choses comme ça, pour rajouter le côté noble du truc. Quand on dit ça, c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas Macintosh, on est vraiment sur des amplificateurs haut de gamme à lampe avec on est sur des tarifs qui dépassent les 10, 15, 20 000 euros pour des amplis et bien plus haut encore pour des enceintes et des platines, etc. Donc on n'est vraiment pas du tout sur le même marché. Quand ils en vendent un d'ampli, ils sont heureux, quoi. C'est un peu Ferrari, tu vois, ou c'est très différent de Bose qui vend des boîtes en gros et de la grande distribution, quoi, presque. Et pour ceux qui ne connaissent pas, juste pour être clair, c'est pas l'ordinateur Macintosh. Hein. Non, j'ai failli préciser, mais ça me semble assez évident. Non, mais ça ne dit pas. Non, ceci étant, on est d'accord. Apple avait dû prendre une licence auprès de Macintosh pour pouvoir nommer son ordinateur à Macintosh. C'est vrai ? Ah, ça je savais pas. Voilà. Bon, mais autant le savoir. Mais un bon ampli Macintosh avec une paire de cabasses, vous prenez un coup d'archet dans la tronche au moment du solo. Ça, je peux vous le dire parce que c'est vraiment. C'est quand déjà le tirage du loto ? Je sais pas. Ça donne envie, évidemment. Ça donne envie. Bref, passons arrêtons de rêver. Tiens, on parlait d'Apple. Apple pourrait bientôt arrêter de vendre son adaptateur Lightning vers mini jack qui permet d'utiliser les écouteurs filaires avec l'iPhone. Vous vous rappelez l'histoire de ce connecteur mini jack ? Cet accessoire est déjà en rupture de stock sur la boutique en ligne d'Apple dans de nombreux pays. Avec le passage à l'USB-C l'année dernière, Apple ne vend plus que 3 modèles d'iPhone disposant d'un port Lightning, dont l'iPhone SE qui sera bientôt remplacé d'ici 2025 ou au début 2025. Les utilisateurs pourront néanmoins se tourner vers des écouteurs filaires d'Apple, dotés, lui, d'un connecteur Lightning, toujours disponible sur l'Apple Store. Et pour les utilisateurs d'iPhone pourvus d'un port USB-C, Apple propose un adaptateur USB-C vers mini jack, au même prix d'ailleurs que la version Lightning. Ça avait fait tout un barouf. On en avait parlé. Oui, ces iPhones qui n'ont plus de petits trous pour mettre son casque, c'était scandaleux. Je me rappelle que, comme souvent d'ailleurs, Benoît avait défendu la cause Apple en disant, oui, on n'a plus besoin de connecteur, c'est fini, passons à autre chose. Et même là, l'USB-C, s'il fallait pas le recharger, encore maintenant avec la recherche par induction, je m'y fais quand même pas. Tu vois, s'il y avait moyen de l'avoir sans aucun connecteur, s'il vous plaît, ce serait juste parfait. Il y a une utilisation au câble. J'ai quelqu'un de malvoyant dans ma famille et elle perd ses AirPods sans fil, tandis que ceux avec fil, elle les retrouve parce qu'ils sont attachés au téléphone. Il suffit de suivre le fil et on les retrouve. Donc il y a des aspects accessibilité quand même. Je pense que la position mondiale se sépare en deux genres de personnes, ceux qui arrivent à tenir dans les oreilles les AirPods et ceux qui n'y arrivent pas. Je fais partie de ceux qui n'y arrivent pas. Voilà, et qui donc risquent fort de les perdre. Et donc les fils, c'est quand même vachement pratique, même si des fois c'est un peu
peu gênant, mais là, pour le coup, c'est plus sécurisant, on va dire. Tiens, et puisqu'on parle toujours d'Apple, le retour de la revanche de la rumeur, si vous permettez. Apple envisagerait de relancer le projet de télévision connectée, mais sous certaines conditions. Le succès du nouveau HomePod hybride qui sera lancé l'année prochaine sera déterminant. Si ce produit phare pour la maison connectée est un succès, Apple pourrait alors proposer d'autres appareils comme une télévision connectée. Cependant, le retour d'un téléviseur Apple reste encore à l'état de rumeur, je le répète, et d'évaluation par le groupe à la pomme. Pour rappel, le projet de télévision Apple a été abandonné il y a plus de 10 ans maintenant. C'est marrant, hein, ces trucs qui reviennent comme ça. J'ai l'impression que c'est cyclique. On est cycle de 10 ans avec Apple. Ça donne espoir pour la voiture. Oui, dans 10 ans. Puisqu'on sait que le projet vient d'être abandonné. Donc, non, c'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Benoît. La TV sera avec la texture nano et il y aura une chiffonnette à 50 €. Oui. 50 ? Oui, mais attends, pendant le Black Friday, parce que sinon, c'est bien plus cher, qu'est-ce que tu crois ? Pas plus de 46 cm. C'est le titre qu'on m'a donné. Moi, écoutez, moi je suis docile, je vous donne le titre tel qu'il me vient. 46 cm, la science vient au secours du rangement. De quoi s'agit-il ? Je voulais garder ce sujet, je n'ai pas cliqué sur les liens, je n'ai pas creusé la question parce que ça, je veux le découvrir et que mon émotion soit fraîche et voilà, et de premier ordre. Marc, tu le sais, vous qui écoutez le podcast Les Technos, vous le savez aussi, moi j'aime bien les champs de recherche improbables, voire inutiles, et donc rigoureusement indispensables, comme disait l'autre. J'aurais dû, excuse-moi, je me permets 2 secondes, j'aurais dû quand même regarder de quoi il s'agit, parce que, non mais je vais te dire pourquoi, parce qu'on en a parlé la semaine passée. C'est vrai ? Oui. Tu as encore écouté le podcast de la semaine passée. C'est quand même c'est même le titre de l'épisode de la semaine passée, si je puis me permettre. Eh bien voilà, pour ceux qui n'ont pas écouté la semaine théorie passée. Bah oui, tu vas attaquer sur un autre angle, mais je t'en prie, pas de souci. Deux poissons d'avril en novembre, moi je suis content. Hein. Cette semaine, encore, nous allons plonger dans un mystère universel qui énerve, en tout cas qui m'énerve moi, autant qu'il fascine. C'est pourquoi nos câbles, soigneusement rangés, finissent systématiquement emmêlés, que ça soit dans une poche, dans un sac, dans un tiroir, le résultat est le même. Mais rassurez-vous, c'est pas un complot technologique contre vous, c'est pas un défaut de fabrication. Ce phénomène, bien étudié scientifiquement, il s'explique par des lois de physique et de probabilité. Parce que c'est depuis 2007, monsieur, ça fait 14 ans, 17 ans même, que 2 chercheurs de l'Université de Californie, Douglas Smith et Dorian Raymer, se sont penchés sur le sujet et dans une expérience rigoureuse, ils ont placé des fils de différentes longueurs dans des boîtes qu'ils secouaient mécaniquement. Et leur conclusion, elle est sans appel. Un câble de 50 cm a environ 50% de chance de s'emmêler. Si sa longueur dépasse 2 mètres, alors les probabilités montent à près de 100%, et 46 cm, c'est la longueur minimale pour qu'une ficelle commence à boucler sur elle-même. Parce que chaque segment d'un câble flexible peut former une boucle, et plus ce câble est long, plus il a de possibilités de configuration, et en ajoutant des mouvements un peu aléatoires, comme ceux dans un sac ou dans un tiroir, quand on ouvre et ferme le tiroir, ces boucles finissent par se croiser et former des nœuds. Et ce phénomène s'appuie sur une branche de mathématiques que j'ai découvert qui s'appelle la théorie des nœuds. C'est une branche de la mathématique qui analyse les façons dont les fils ou les cordes peuvent se croiser, s'entrelacer. Et selon ces chercheurs, un câble se comporte comme une chaîne moléculaire lorsqu'il est soumis à des mouvements aléatoires. Il explore toutes les configurations possibles. Or, certaines de ces configurations, comme les nœuds, sont naturellement plus stables. Donc, le type de nœuds qui se forment ne sont pas aléatoires. Et ça, c'est incroyable. Les chercheurs ont identifié, 120 configurations courantes, et parmi elles, certaines sont presque inévitables dès que le câble dépasse une certaine longueur. Alors, évidemment, il y a d'autres facteurs aussi qui jouent un rôle. La rigidité du câble, par exemple, ça influence directement ses chances de s'emmêler. Un câble rigide
c'est un peu intuitif, se plie moins facilement. Il reste donc plus droit, alors qu'un câble souple, comme ceux de nos écouteurs, de nos chargeurs dont on parlait juste avant, en tout cas quand on en a encore, est beaucoup plus sujet à former des boucles et des nœuds. Et donc la forme du câble est également cruciale, parce que des fils plats, comme certains câbles audio ou des câbles USB modernes, ça s'en mêle beaucoup moins que des câbles ronds, parce qu'ils ont moins de liberté de mouvement en 3D. Et pour ceux qui aiment les données précises, dans les expériences des chercheurs californiens, un câble de 1 mètre placé dans une boîte a une chance sur 20 de s'emmêler. Un câble de 2 mètres, ça passe à une chance sur 5. Donc si vous doublez encore la longueur, c'est quasiment garanti. Autre donnée intéressante, la probabilité d'enchevêtrement augmente proportionnellement au carré de la longueur du câble. Ça signifie qu'un câble 2 fois plus long a 4 fois plus de chances de se retrouver noué. Donc il existe des solutions quand même. Attachez vos câbles, utilisez des câbles courts, utilisez des câbles plats, stockez-les séparément, dans des compartiments séparés, dans des boîtes séparées. Mon épouse, elle adore les boîtes, des petites boîtes pour tout. Choisissez des designs adaptés aussi. Les câbles qui sont gainés en tissu résistent mieux au chaos. Donc voilà. Moi, je trouvais cet article amusant. Oui, c'est la preuve, c'est que il a été plébiscité 2 fois cette semaine, enfin en 2 semaines. Donc, et finalement, c'est des lois de la physique, quoi, et bien sûr, des mathématiques aussi. Donc c'est pas un complot, c'est pas une fatalité, c'est juste de la science. Alors, j'étais en train de me poser une question, déjà que j'ai failli me tromper de numéro d'épisode en commençant le 469, j'ai failli parler du 468. Est-ce que je garderais pas aussi le titre du 468? Parce que c'est la guirlande lumineuse à l'épreuve la guirlande lumineuse à l'épreuve de la théorie des nœuds, c'était le titre de l'épisode de la semaine dernière. Donc voilà. J'ai un sujet sur une marmotte qui doit sortir d'hibernation ou pas. Si vous avez la référence, je vous laisse. Oui, c'est juste. Il faut tourner en boucle sur ce sujet. Je sais pas si Benoît avait un truc à... Il faut faire un vote maintenant. Il faut demander aux auditeurs de voter en commentaire quelle est la meilleure version. Est-ce que vous voulez un troisième chroniqueur? Non, c'est méchant parce que ça met en concurrence deux chroniqueurs différents. C'est un peu délicat parce que chacun a ses affinités. Votez pour les deux. Oui, est-ce que vous êtes d'accord que l'on fasse ça régulièrement, que chaque semaine on vous parle de la théorie des nœuds d'une manière différente en fonction des chroniqueurs qui sont présents, pour avoir différentes versions. C'est un concept en soi, hein. Je veux dire, en plus de ça, c'est économiquement sujet. Du coup, peut-être que la semaine prochaine, quelqu'un va parler des câbles sous-marins d'une toute autre manière. Pourquoi pas? J'espère pas d'Apple et de son éditeur vidéo, mais voilà. J'ai une excuse, chef, comme je vais voyager beaucoup la semaine prochaine, je suis en train d'accumuler des podcasts pour écouter en avion, c'est pour ça que j'ai pas encore écouté. Pas nécessaire. Voilà. C'est pas la première fois que ça se produit. Il y a même déjà des chroniqueurs qui ont volé des sujets en temps réel pendant l'enregistrement. Qui volaient je me trompe de chroniqueur, j'en lance un, et il y va, comme si c'était son sujet. Il déroule. C'était Thierry, je me rappelle. Donc voilà. Si on retrouve le numéro de l'épisode, on vous le mettra en commentaire. Thierry doit le savoir, lui. Il avait piqué un sujet d'Aurélien à ce moment-là. Voilà, tout ça pour la petite histoire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah tiens, oui, on va parler de ça, c'est moins drôle. Cette semaine, en voyant passer cette information, je me suis dit, tiens, ça c'est un sujet pour Sébastien. Caramba, raté. Il est parti sur les nœuds. c'est pour ça qu'il voilà, de toute façon il était parti là-dessus. Par contre Benoît lui il n'est pas passé à côté. C'est le co-créateur du BASIC qui est décédé cette semaine, Thomas Kurtz. Oui. Voilà le deuxième co-créateur du BASIC puisque John Kameny était déjà décédé en 92, en 92. Et donc effectivement il est décédé cette semaine à l'âge de 94 ans. C'est un professeur de maths du Dartmouth College aux États-Unis donc, et il est connu pour avoir créé avec son collègue le BASIC, le langage de programmation qui a introduit la programmation à vraiment toute une génération. Alors c'est assez intéressant. Je regardais un petit peu je reprenais un petit peu. Tu sais, tu as tous ces comment se dire ces quel langage a influencé quel langage et comment les langages ont évolué. Et il y a vraiment eu un moment, il y a eu un creuset d'innovation
tu as Fortran qui a été le premier langage de haut niveau, en tout cas qui est reconnu comme étant le premier langage de haut niveau, qui sort en 1957. 2 ans après, l'année suivante, tu as Lisp. 2 ans après, tu as Algol et Cobol qui sortent en même temps. Cobol, et puis, on en reste là, et c'est des langages qui sont des langages de haut niveau, plus accessibles, plus productifs surtout. Le but, c'est d'être plus productif. Et dans leur collège, eh bien, ils réfléchissent en se disant, est-ce qu'on ne ferait pas un langage qui devienne pédagogique, un langage qui rende l'informatique plus abordable, qui permette à des gens qui ont un intérêt pour les maths parce qu'ils étaient profs de maths, mais qui ne sont pas informaticiens, qui n'ont pas destination à ne faire que ce métier-là, de pouvoir quand même découvrir l'informatique. Et c'est comme ça qu'ils inventent le BASIC en 1963, et avec des principes assez logiques en final, hein, qui étaient de rendre le langage très accessible, facile à apprendre pour un débutant, un langage qui soit généraliste pour qu'on puisse faire des exercices extrêmement variés, un langage qui pour les experts pourra être étendu, c'est ce qui va lui donner d'ailleurs à une époque une vraie pénétration sur le marché, parce que à l'époque des micros, souvent le BASIC était le moyen d'interagir avec l'OS. Quand on voulait charger un programme, c'était en BASIC, on tapait une instruction en BASIC, un peu comme sous Linux, on va utiliser le shell. Et ça, c'est parce que dans le BASIC, il y avait le langage de base, mais on pouvait l'étendre, rajouter des fonctionnalités spécifiques pour une machine. Quelque chose qui était révolutionnaire à l'époque, parce que la plupart des autres langages étaient compilés, un langage interactif, un langage où on pouvait arrêter l'exécution et dire maintenant je voudrais bien voir le contenu de telle instruction, parce que le contenu de telle variable. Je comprends pas pourquoi il se comporte pas correctement, donc je veux l'interrompre, je veux voir ce qui se passe, toujours en tapant du basique. Donc très très simple, quand on apprend quelques petits concepts de base et on peut vraiment jouer avec. Les messages d'erreur clairs, évidemment, réaction très rapide pour des petits programmes, le fait de ne pas avoir besoin de connaître le matériel et le fait de ne pas avoir besoin de connaître les spécificités de l'OS. Donc vraiment, cette volonté d'être sur un truc très très éducatif. C'est pour ça aussi qu'ils ont introduit les lignes numérotées. Dans les basiques d'origine, on numérotait les lignes 10, 20, 30, 40 et on mettait les instructions. Et ça permettait à un étudiant qui se rendait compte qu'il avait oublié quelque chose de très facilement rajouter un élément entre les deux. Alors, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder à quel point donc, il y avait cette volonté d'être quelque part extrêmement innovant, qui a été récompensé d'ailleurs par différents prix. Monsieur Kurz, il a été SCM Fellow en 1994, il est prix pionnier de l'informatique en 1991, donc son travail a été reconnu. Et en même temps, l'héritage de BASIC dans les langages de programmation, il est très faible. Si tu regardes les autres langages que j'évoquais, Fortran, Algol, Lisp, c'est des langages qui nous ont donné d'autres langages qui existent toujours aujourd'hui. De Algol, on a fait Pascal, de Pascal, on a fait Modula, de Modula, on a fait Python. Je sais que je simplifie un petit peu, je sais qu'il y a des influences croisées, mais de Lisp, en final, on arrive à des langages fonctionnels type JavaScript. Et donc, par contre, BASIC, il est resté BASIC, et quelque part, la seule chose qu'il nous a donné, c'est Microsoft. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce qui a permis à Microsoft de se financer au début, d'exister, d'exister en tant qu'entreprise, c'est d'avoir créé un BASIC qui était devenu très populaire sur les micro-ordinateurs. Et donc, voilà, ça c'est l'héritage du BASIC. Mais il n'y a pas vraiment de gros langage, de lignée de langage qui sortent du BASIC. Évidemment, il y a le Visual Basic, des choses pareilles, mais ça reste le même langage. C'est pas des nouveaux langages qui ont été inventés. Alors, je termine avec 2 petites anecdotes que j'ai retrouvées assez amusantes dans le manuel d'origine du BASIC. Et donc, il faut bien comprendre, c'était quelque chose de nouveau. On est dans un monde où l'accès à un ordinateur n'était pas très fréquent, et l'idée était vraiment d'être très pédagogique, donc d'être très parlant. Et un des éléments qu'on met en avant dans le manuel, c'est quelle est la longueur maximale d'un programme qu'on peut faire. Eh bien, la longueur maximale d'un programme sur le premier interpréteur BASIC, c'était 2 pieds d'impression sur un téléscripteur. Donc, on avait une imprimante qui imprimait le texte. Elle pouvait faire 2 pieds, c'est à peu près 60 cm. Parce qu'on n'allait pas parler en disant c'est autant de cas, c'est autant de etc. C'est quelque chose qui allait parler à un étudiant, quoi. Je peux imprimer à peu près 60 cm, ça c'est mon programme. Faut que mon programme tienne dans les 60 cm pour ne pas faire de nœuds. Contrairement à ce qu'on voyait tout à l'heure. Et alors l'autre truc qui m'a beaucoup amusé, et qui de nouveau reflète aussi une époque, il reflète un cadre d'enseignement. Donc on était sur des ordinateurs partagés. Ça veut dire que l'étudiant n'avait pas son ordinateur à lui. Il y avait sans doute un pool, il a accédé à un téléscripteur, il pouvait écrire ses programmes, les tester, puis il passait la main à un autre. Et donc il y a toute une section qui dit, voilà, il faut réfléchir avant de venir au pool, il faut se préparer.
Et puis, si à un moment on se retrouve coincé, on ne sait pas trop quoi, lâchez la machine et passez-la à quelqu'un d'autre, quoi. Ne bloquez pas la machine. Et il le résumait en disant « Typing is no substitute for thinking ». Le fait de taper sur le clavier n'est pas un remplacement du fait qu'il faut réfléchir. D'accord. Oui. C'est intéressant. Donc le deuxième papa du BASIC n'est plus. Est-ce que le BASIC est encore en apprentissage dans les écoles? Est-ce qu'on enseigne encore le BASIC? Je pense pas. Hein. C'est pas. Je pense qu'on est complètement passé sur du Python aujourd'hui comme langage d'apprentissage. Voilà. Quand je regarde les jeunes que je connais aujourd'hui, ils sont. Mais même dans les écoles d'informatique, dans des études d'informatique, on n'a jamais vraiment utilisé le BASIC. Hein. Non. C'est vraiment un langage à destination d'un apprentissage, je vais dire, plus grand public. Oui, c'est ça. C'est quand on a commencé à acheter avant le Commodore 64, le VIC-20, le ZX81 de Sinclair. Et donc, oui, ça paraissait assez logique. Il y a eu toute une littérature aussi autour du BASIC avec justement les fameux programmes à taper, puisqu'il y avait très peu de support. Donc, il fallait les taper soi-même. On passait nos soirées à se brûler la rétine devant des écrans de télévision, hein, puisque ces appareils-là se branchaient sur la télé. Donc, c'était pas idéal non plus. Donc, c'est toute une époque aujourd'hui révolue, mais c'est bien de s'en rappeler aussi. C'est bien de savoir d'où on vient. Tu voulais rajouter un truc, Sébastien? Bah oui, justement, pour boucler la boucle et passer de l'ancienne époque au temps moderne. Vous savez qu'il y a beaucoup d'assistants de codage maintenant basés sur de l'IA générative, des outils qu'on installe dans nos IDE qui font de la suggestion de code, ou voire même on peut leur demander écris-moi du code qui fait ça. Et il se trouve que j'ai un collègue qui a un peu joué avec un de ses assistants, je vais pas le citer, c'est pas le plus courant du marché, mais le but c'est pas de faire de la pub. Je pensais que tu parlais du collègue. Non, je vais pas citer l'assistant. Je vais pas citer. Si, mon collègue il s'appelle Rick Suardo. mais je veux pas citer l'assistant pour faire. C'est pas le plus connu du marché, mais il s'est demandé si on pouvait programmer en BASIC avec un de ses assistants. Et il a demandé d'écrire. Et il a dit à l'assistant génère-moi du code en BASIC pour Commodore 64 pour animer un sprite à l'écran. Et ben devinez quoi, le truc lui a généré du code qui a pas marché du premier coup. Il a dû faire un petit changement quand même. Et encore le changement, il l'a fait en demandant à l'assistant. Il dit cette ligne-là ça marche pas. Par contre, je dois la remplacer. L'assistant a dit oui, vous avez raison, excusez-moi, il faut changer ça. Toujours très poli. Dire, hein. Oui, mais il aurait pu le faire dès le départ s'il savait. Mais enfin bon. Mais ça a marché. Ça veut dire que dans la masse de données que ces assistants ont ingéré, ils ont aussi ingéré du BASIC, même si c'est pas l'usage le plus utile. Mais je trouvais amusant qu'avec des technologies d'aujourd'hui, la génération de code, on arrive à faire des choses en BASIC. Si vous vous souvenez à l'époque, pour animer des sprites comme ça, il y avait une instruction poke qui allait écrire des chiffres en mémoire, et donc le programme c'est tout à fait illisible. C'est poke et puis toute une série de chiffres séparés par des virgules, et puis à la ligne suivante un autre poke avec tous les machins comme ça. Et ben voilà, on peut générer ce code-là et le faire tourner dans des émulateurs sur Mac, sur PC, tout petit, hein, forcément, parce qu'on parle de 80 lignes sur 20, enfin je sais pas quoi, c'est minuscule. Hein. C'est minuscule, oui. Ce fameux poke, ça fait un moment que je me suis demandé si c'est pas ce poke-là qu'on avait repris dans Facebook pour mettre du doigt, poker quelqu'un. Donc il y a des termes comme ça qui reviennent, mais pas pour les mêmes raisons, évidemment. Ok, super. Je pense qu'on a de nouveau bien fait le tour de cette question. On va de nouveau complètement changer de sujet. Vous allez voir. Et ça va dégazer, Sébastien. Bah oui, parce que dans le dossier de cette semaine, pour les technos, nous avons eu le plaisir d'accueillir Vincent Bachet, qui est fondateur de Octometa, une société qui fournit des solutions de méthanisation pour les agriculteurs. Et ma première question, quand j'ai rencontré Vincent, je lui ai demandé, mais la méthanisation, c'est quoi ? La méthanisation, c'est un processus naturel. Hein. C'est un gros intestin. Donc c'est de la matière organique, de la biomasse qui va être dégradée par les bactéries qui sont présentes dans nos intestins. Donc ces bactéries, il faut qu'elles soient dans les bonnes conditions, à une température corporelle, aux alentours de 37 degrés, privées d'oxygène, dans un environnement humide. Et les bactéries se multiplient, dégradent la biomasse pour fournir de l'énergie pour les corps. Et puis... Donc on peut utiliser ce procédé pour produire de l'énergie, du biogaz, dans lequel on va trouver à peu près 60% de méthane qu'on peut valoriser ensuite
sous forme d'énergie, soit pour produire de l'électricité, soit pour injecter du biométhane dans le réseau de gaz après épuration. Donc le processus d'épuration, c'est enlever tous les autres gaz présents, comme le CO2, et ne garder que le biométhane pour injecter dans le réseau. Donc en gros, c'est une grosse machine où d'un côté, on va mettre les restes des productions animales dans les fermes, et à la sortie, en faisant très vite, mais vous allez vous expliquer ce qui se passe, on récupère du gaz, et à partir du gaz, soit de la chaleur et donc de l'électricité également. Donc votre solution, c'est une solution industrielle pour faire ça à grande échelle, c'est pas pour mettre chez soi. Ça s'adresse aux agriculteurs, mais à un certain type d'agriculteurs plus qu'un autre. Alors nous, le procédé qu'on a mis au point, on a fait le constat que la filière méthanisation en France se développait sur le modèle allemand. Les Allemands, ils ont développé donc une technologie de méthanisation en voie liquide qui, à la base, était là pour faire face à l'arrêt de la filière nucléaire en Allemagne. Et donc les Allemands ont développé une techno qui permettait de valoriser de l'ensilage de maïs avec des ligiers de porc. C'est quoi de l'ensilage ? L'ensilage, c'est du maïs qui est broyé en confetti et qui est vraiment intéressant en méthanisation parce que c'est très méthanogène, mais ça pose un problème de mise à disposition de terres qui sont destinées plutôt normalement historiquement pour nourrir les humains pour le coup à produire de l'énergie en Allemagne. Donc ça pose un problème éthique. Oui, c'est ça. Il faut mettre des terres agricoles à disposition pour élever du maïs, pour cultiver du maïs, juste pour produire le gaz. Et donc, pendant qu'on élève du maïs sur cette terre, on peut pas faire autre chose dessus. Exactement. Et donc, en France, la législation interdit de mettre plus de 15% de cultures dédiées dans les méthaniseurs. Et donc, on a fait le constat qu'en France, le principal lignement de coproduits agricoles, c'était plutôt des pailles et des fumiers, et que la technologie en voie liquide n'était pas du tout adaptée à la valorisation de ce type de matière. Pourquoi on dit en voie liquide ? Ce maïs, on le mélange à des liquides, à de l'eau pour produire le gaz ? En fait, c'est des grosses soupières. Vous voyez, c'est des digesteurs qui ont une forme qu'on rend. C'est des grandes cubes. Où ils vont donc broyer la matière avant de l'injecter dedans. Donc ils injectent une bouillie et ensuite ils ont des agitateurs qui vont agiter en permanence l'intérieur de ces cuves. Donc ils ne maîtrisent pas le temps de séjour. C'est pour ça que vous voyez plusieurs cuves les unes à côté des autres. La bouillie qu'ils ont introduite dans le digesteur peut sortir le jour même dans le post-digesteur. Donc, statistiquement, en mettant 2 cuves, ils estiment que la matière va rester 50 à 60 jours et va exprimer tout son potentiel méthanogène. Donc, c'est une technologie... Et donc, votre approche à vous est différente. Voilà, tout à fait. Cette technologie, elle est éprouvée, elle fonctionne depuis des années, mais ça coûte très cher en investissement parce que ça nécessite de la mécanique, des broyeurs pour injecter la matière, des agitateurs pour brasser en permanence la matière. Ça consomme beaucoup d'énergie. Les installations en voie liquide, elles vont consommer 10 à 15% de l'énergie qu'elles produisent pour le fonctionnement de l'installation. Et donc, comme je l'évoquais, ils ne maîtrisent pas le temps de séjour des intrants qu'ils injectent. Et donc voilà, c'est un petit peu tous les défis et tous les verrous que Octometa a levés grâce à la mise au point de son nouveau procédé en voie pâteuse. Alors c'est quoi la voie pâteuse ? J'ai vu ça sur votre site web en préparant cette conversation et directement je me suis posé la question. Alors la voie pâteuse, c'est un mix entre de la voie liquide et de la voie solide. C'est-à-dire que nous, on est bio-inspiré, c'est-à-dire qu'on va prendre la forme d'un digesteur qui est une forme d'intestin, un couloir enterré. On va introduire la matière à une extrémité de l'intestin par une bouche qui est une cheminée de chargement qui a 25 mètres cubes de volume utile. Donc ça sera le job un petit peu de l'agriculteur tous les jours, charger cette cheminée d'introduction
de 25 mètres cubes de matière. Concrètement, il a besoin d'un Clark ou d'un petit appareil, un chargeur pour aller prendre le lisier quelque part ou le purin de la fosse à purin et le mettre dans le méthanisateur. Exactement. Ensuite, un poussoir hydraulique force un petit peu à déglutir et à introduire la matière à l'intérieur du digesteur. Et donc la matière, elle va mettre 50 jours une fois qu'elle est rentrée à l'extrémité pour parcourir toute la longueur du digesteur et arriver à l'autre extrémité. Donc l'opération qu'il a à faire, c'est tous les jours charger la matière et ensuite tous les jours il y a un petit peu de matière qui est évacuée à l'autre extrémité par une pompe à piston qui est une technologie qui est très développée en Amérique et au Canada. Qui est une grosse seringue qui va aspirer 200 litres par coup de vérin et qui renvoie donc la matière qui sort, qu'on appelle digesta, dans un bâtiment de stockage. Alors, est-ce qu'il y a des matières plus propices à la méthanisation que d'autres? Je reviens à ma question. Est-ce qu'un éleveur de bœuf produira plus qu'un éleveur de porc ou qu'un éleveur de poule, par exemple? Le fumier de volaille, c'est très intéressant en méthanisation. Par contre, il y a beaucoup d'ammoniac, donc on ne peut pas mettre 100% de fumier de volaille dans un digesteur. Sinon, on va partir en acidose et ça va perturber grandement inhiber le processus. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la paille. Pour vous donner un ordre de grandeur, la paille, c'est 4 fois plus méthanogène que le fumier. Le fumier est 4 fois plus méthanogène que le lisier. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de la matière fèche. C'est le carbone qu'on retrouve dans la paille. Quand il n'a pas été souillé par des effluents d'élevage, la paille, elle n'est pas dégradée encore. Faut savoir qu'un fumier, il va perdre 2% de son potentiel méthanogène par jour de stockage. C'est-à-dire qu'il y a déjà une dégradation qui s'opère, un processus naturel, aérobie, donc à l'oxygène. Un compostage qui fait que le fumier qui est stocké, il va produire du protoxyde d'azote, du méthane, de l'ammoniac qui vont partir à l'atmosphère. Donc c'est des gaz qui sont très polluants. Aujourd'hui, le stockage des effluents d'élevage en France, ça représente 3% des gaz à effet de serre. Wow. Donc c'est pas neutre. Et donc nous, on adresse une technologie qui permet de résoudre ce problème tout en produisant une énergie renouvelable pilotable. Alors vous avez dit à la sortie, il reste un résidu solide. On en fait quoi de ce résidu solide? Alors ce résidu solide, nous, donc en sortie de processus, comme je vous l'ai expliqué, il y a une pompe à piston qui va aspirer 200 litres de matière par coup de vérin. Il renvoie la matière, donc le digesta, dans un réseau de 400 mm de diamètre, 40 cm. Cette matière, elle va être déversée sur un séparateur de phase gravitaire, un espèce de toboggan à lamelles, qui va permettre de récupérer la fraction liquide. Cette fraction liquide, on la récupère précieusement parce que c'est là que sont concentrées toutes les bactéries. On les récupère pour les remonter à température et on réensème la partie émergée à l'intérieur du digesteur avec cette matière. Donc ça retourne dans le digesteur pour l'alimenter en bactéries, pour favoriser cette digestion naturelle par les bactéries. Donc le digestat solide qui reste à l'issue de la séparation de phase, on va le stocker dans un bâtiment. Il y a une obligation d'avoir 4 mois de stockage. Parce qu'il y a des périodes dans l'année où les agriculteurs n'ont pas le droit de dépendre pour éviter de polluer les nappes phréatiques, puisque les végétaux sont à l'arrêt du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Et donc ce digestat a perdu aucune qualité agronomique pour les sols. On a juste perdu du carbone qui nous a permis de produire du biogaz. Mais il a perdu aucune qualité agronomique, donc il est pendu dans les champs avec un épandeur à fumier pour donc c'est bien parce que c'est à 25% de matière sèche, on est vraiment structurant pour les sols
Et donc, c'est très intéressant en termes agronomiques pour les céréaliers et les champs. Donc le but, c'est de les pendre et de faire de l'engrais pour les champs. C'est quel volume, quel pourcentage du volume qui rentre, qui reste solide en sortie? Alors en fait, la matière qui va passer à l'intérieur du digesteur, il y a une partie de la lignine de la paille qui va être dégradée par les bactéries, mais on va rester en sortie encore très fibreux, tout ne va pas être dégradé. Donc on va se densifier, puisque une paille c'est creux. Donc au départ, on va rentrer avec une matière qui a une densité à 0,6. En sortie, on va être sur une densité à 0,95. On va perdre à peu près 10% de volume dans le processus de méthanisation. Et on a quelque chose de beaucoup plus concentré en sortie qu'en entrée. Donc voilà. Mais il y a 10% qui se transforment à peu près en biogaz. Alors ça, c'est engrais, mais la partie intéressante, justement, c'est le biogaz. C'est le gaz de méthane. On en fait quoi? Enfin, vous avez déjà répondu particulièrement à la question. On peut le réinjecter sur le réseau, on peut faire l'électricité, etc. Pour des petites installations à la ferme, donc si on fait une installation méthanisation Octométa à l'échelle d'une ferme de 120 vaches, par exemple, on va transformer ce biogaz, on va l'emmener à un moteur à gaz pauvre qui va entraîner une génératrice qui va produire de l'électricité. Donc cette électricité, on l'injecte sur le réseau. Et puis on a de la chaleur, puisque vous savez qu'un moteur thermique va avoir un taux de conversion d'environ 40% en électricité, 40% en chaleur et 20% de perte. Donc ça, c'est le premier usage. C'est le plus simple, puisque toutes les fermes sont raccordées au réseau d'électricité, donc c'est assez simple. Pour les plus gros... Et là, ça veut dire que le fermier revend l'électricité à un prix garanti. Le fermier revend l'électricité à un prix garanti pendant 17 ans. Donc il a une visibilité, ce qui facilite l'accès au financement pour financer son installation. Pour les plus gros projets, les plus grosses installations, imaginons qu'on a 3 éleveurs qui sont à 500 mètres les uns des autres. On peut faire une installation collective. Donc les 3 mobilisent leur gisement pour investir dans une installation Octométa. Donc dans ce cadre-là, on n'aura pas un digesteur, mais on aura peut-être 2, 3 digesteurs. Et donc là, on a la capacité à investir dans un épurateur. Et donc le biogaz, donc, comme je vous l'expliquais, il y a à peu près 60% de méthane dans ce biogaz. On va épurer pour ne garder que le biométhane et injecter ce biométhane dans le réseau soit GRDF, donc le réseau de distribution du gaz de ville, soit dans le réseau GRT, qui est le réseau de transport du gaz, qui nécessite une pression un peu supérieure. Et donc là, pareil, on vend le biométhane. Il est odorisé par GRDF. Pour détecter les fuites de gaz. Pour détecter les fuites, pour l'usage domestique. Et donc, il est revendu. Pareil que... Vous avez dit 60%, les 40% qui restent, c'est quoi? Le CO2 pour 38%. Et puis après, il y a des gaz résiduels, des H2S, notamment, qu'il faut... Et ça, c'est traité? C'est traité. Il y a des filtres à charbon actif qui permettent de piéger effectivement ces gaz qui sont toxiques. Et donc il faut les traiter. Qui sont toxiques et très corrosifs pour les matériaux, comme un moteur ou un épurateur. Une ferme mono-agriculteur, enfin d'un seul agriculteur, vous avez dit 120 bêtes par exemple, ça pourrait produire quoi en électricité par an, en prenant des chiffres auxquels on peut se relater, donc la consommation d'un ménage par exemple? Ouais, alors écoutez, un agriculteur, 120 vaches laitières en polyculture élevage, donc une petite surface agricole aussi, il va produire 1245 MWh par an. Donc on a installé un moteur d'une puissance de 160 kW électrique
qui va fonctionner 8300 heures par an. C'est l'intérêt de la méta aussi, c'est qu'on n'a pas d'intermittence, on produit en continu. 24 sur 24, oui. Qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, qu'il y ait du vent, qu'il n'y ait pas de vent. On va produire constamment dans le processus. Et donc, ces 1245 MWh d'électricité, il va les revendre à 20 centimes d'euros environ le kilowattheure, donc ce qui va lui générer un chiffre d'affaires vente d'électricité d'environ 250 000 euros par an. Et donc un retour sur investissement par rapport à l'installation en combien d'années ? En 5-6 ans. Ah oui, donc c'est extrêmement rapide à l'échelle d'une entreprise ou d'une exploitation. Donc dans la filière, le plan de financement d'une installation de méthanisation, c'est 80% de financement bancaire, c'est environ 10% de subvention pour l'agriculteur. Et donc le delta, c'est les 10% d'apport de fonds propres qu'il doit mettre. Donc une installation de cette puissance, 160 kW électriques, ça va lui coûter aux environs d'1 100 000 euros. Voilà. Donc il va devoir mettre 100 000 euros au départ et puis il doit récupérer assez rapidement sa mise de départ sur le résultat de l'exploitation. Avec la production, la revente d'électricité ou de gaz. Ça fait 7 ans que vous travaillez sur ce système-là, 7 ans de recherche et développement. Vous êtes en phase de commercialisation maintenant. Vous travaillez avec des partenaires pour l'assemblage, la construction, parce qu'il faut construire ce bâtiment qui est enterré partiellement, etc. Oui, tout à fait. Donc on a signé des partenariats, des collaborations avec des acteurs qui font déjà de la méthanisation. Pour toute la partie GRD, on travaille avec Eurovia. Eurovia, qui est vraiment le spécialiste méthanisation en France sur Compiègne. Sur la partie étanchéité des digesteurs, on travaille avec le groupe Galopin, qui est un groupe qui pose des géomembranes en PEHT. Et puis pour la partie gazomètre, on travaille avec Serenis, qui est également une boîte française qui est basée près de Lyon et qui nous fournit tout le process gazomètre. Donc voilà, on s'appuie, nous on est bureau d'études et on sous-traite toute la construction. Le conducteur de travaux qui va construire le premier client là, c'est un gars qui fait que de la méta. Et qui connaît parfaitement les chantiers de méthanisation. Donc nous, c'est l'objet, c'est de référencer sur chaque territoire visé en France des sous-traitants en capacité de pouvoir délivrer et construire nos installations. Vincent Bachet d'Octometa, allez voir le site web octometa.com, il y a des infographies qui montrent très bien comment ça fonctionne, si vous voulez relire ça. Et puis si vous êtes agriculteur, c'est pas vraiment le cœur d'audience des technos, mais peut-être que vous connaissez, vous avez des gens dans votre famille, pointez-les-leur sur octometa.com. Merci Vincent, à bientôt. Merci. Intéressant, je dirais même passionnant. On va retrouver parce que j'ai coupé les micros en même temps de mes petits camarades. Je sais pas si Benoît avait un truc à rajouter parce que j'ai trouvé ça très complet moi pour ma part. Merci encore Sébastien. Benoît. C'est très complet, c'est très clair et je pense qu'on est sur des sujets qui sont vraiment importants. On le voit, on parlait tout à l'heure de la situation géopolitique, notre dépendance vers certains pays pour la fourniture de gaz notamment. N'a pas simplifié certaines décisions que l'Europe a dû prendre. Donc moi je pense que ce genre de projet c'est vraiment très très intéressant. Une découverte, alors ça sort un peu des sentiers battus de ce qu'on propose d'habitude chez les technos, mais c'est ce qu'on s'était dit avant cette saison, c'est d'expérimenter ce type de contenu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir évidemment dans les commentaires et d'ajouter éventuellement des informations si vous en avez, ça nous fera bien plaisir. Sébastien, tu voulais conclure? Juste dire merci à Aurélien qui a permis la mise en relation et la réalisation de cette interview.
Je m'en doutais. Il y avait un parfum de Compiègne. Il y avait un peu de ça. Merci à ton invité, merci à toi Sébastien, merci également à Benoît. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode des Technos, bien entendu, avec d'autres chroniqueurs, avec d'autres sujets. Peut-être qu'on gardera quand même un sujet en particulier. On l'aime bien celui-là, on le gardera. On sait maintenant que c'est le sujet traditionnel qu'on va faire à chaque épisode. Merci à tous, à très bientôt, salut.